Génie et brutalité, intelligence et intrigue, christianisme et carnage. C'est l'Empire des Lumières, baigné d'obscurantisme. Ils se nommaient Romains car ils perpétuaient les traditions de l'Empire romain. Sous la férule de souverains au pouvoir absolu, guidés par des architectes repoussant les limites de la technologie romaine, les Byzantins ont construit l'aqueduc le plus long de l'Antiquité tardive, des murailles pratiquement invincibles et une monumentale cathédrale coiffée d'un dôme défiant les lois de la nature. Une église aux proportions sans précédent a été érigée comme par magie. Mais l'héritage romain a un prix. Il a aveuglé 14 000 hommes, laissant un œil à un homme sur 100. L'Empire byzantin est la civilisation dominante de l'âge des ténèbres. Mais après un millénaire d'hégémonie, ses exploits technologiques ne suffiront plus. Son antique rayonnement s'éteindra dans le fracas de la guerre moderne. Bonjour, je suis Peter Weller. Byzance est une ancienne cité grecque fondée aux alentours de 600 avant Jésus-Christ et nommée ainsi en l'honneur du roi Byzas. L'intérêt du site, c'est ce mince bras de mer qui relie l'Asie à l'Europe et la mer Noire à la Méditerranée. Le détroit du Bosphore ou passage resserré selon l'étymologie. Aujourd'hui, byzantin signifie intrigant ou retors. Mais durant 1100 ans, l'Empire a non seulement préservé l'important héritage législatif et littéraire de l'Occident, mais aussi établi solidement le christianisme, tout en nous donnant des artisans, des bâtisseurs et des artistes dont on saluera l'influence de la Renaissance jusqu'au XXIe siècle. Et tout commence sous les auspices de l'empereur Constantin, qui, contrairement à tous les arnaqueurs et charlatans de l'histoire, ayant usurpé le surnom de Grand, mérite vraiment cette épithète. 8 novembre 324. Après 2 décennies d'une guerre civile meurtrière, Constantin prend enfin le contrôle total de l'Empire romain. C'est un chef qui a une vision, un brillant stratège, un homme sans limite. Il est devenu empereur grâce à ses propres manigances. Il est impitoyable dans l'exercice du pouvoir. Constantin le Grand était l'un de ces souverains qui ont changé le monde. Il avait hérité d'un empire romain divisé en deux. Constantin va réunifier le vaste empire et régner sur ses parties occidentales et orientales. C'était un fin politique, confronté au problème d'administrer, de diriger cet immense domaine. 6 semaines seulement après son accession au trône, Constantin se rend aux frontières de l'Empire, dans un endroit isolé de la Turquie actuelle. Constantin a pris une lance pour tracer le plan de la ville dans la terre. Son entourage était confondu devant la taille du projet. Il aurait dit « J'irai aussi loin que celui qui me guide le voudra ». Cette ligne deviendra la frontière de la nouvelle capitale impériale, la Nouvelle Rome. Et de ce croquis naîtra une brillante cité, cœur d'un grand empire. Elle prendra le nom de Constantinople, la ville de Constantin. Constantin déplace le centre de l'Empire romain. Il en fonde un nouveau. Il s'est éloigné de Rome et de ses anciennes rivalités, de ses querelles intestines, de ses droits acquis, pour créer une ville qu'il pourrait façonner. La nouvelle cité de Constantin est édifiée grâce aux techniques perfectionnées sous l'Empire romain. Il y a eu une vaste campagne de construction. On bâtissait des forums, des marchés, des édifices à l'image de l'ancienne Rome. Mais le règne de Constantin présente une particularité exceptionnelle. Au contraire de ses prédécesseurs, il va exploiter le pouvoir d'un autre roi, Jésus-Christ.
Le christianisme est en plein essor. Il y a une large présence chrétienne dans l'Empire et la simple reconnaissance de cette présence était un geste politique logique. Le christianisme orthodoxe était le fondement de la création et de l'existence de Constantinople. N'oublions pas que si Constantin était vénéré par les chrétiens, il était tout de même empereur, autrement dit, un despote. Il a tué son fils, son beau-fils et sa deuxième femme lors d'un voyage en Italie. Alors quand monsieur veut une ville, pas question de la lui refuser. Mais comment attirer des gens dans une ville poussiéreuse de l'arrière-pays nommée Byzance? Tout d'abord, il faut la rebaptiser en lui donnant son nom. Et deuxièmement, comme tous les empereurs romains, la reconstruire. Si Constantin pouvait se lever d'entre les morts et voir la réussite d'Istanbul, avec ses 12 millions d'habitants et ses 2 millions de touristes par an, il n'en reviendrait pas. Car en 337, à sa mort, la ville n'est qu'à moitié terminée. Et il y a un gros problème. Avec une population en plein boom et un seul petit aqueduc, elle a beau être entourée par la mer de toutes parts, il n'y a rien à boire. Au milieu du IVe siècle, la ville meurt de soif. Pour qu'elle survive, les successeurs de Constantin doivent créer un réseau d'adduction d'eau bien plus étendu que celui de Rome. Ils vont accomplir l'une des plus grandes prouesses techniques du monde antique. Il n'y avait pas de source d'eau à l'intérieur de Constantinople. Il fallait donc l'acheminer de bien plus loin que dans tout autre endroit du monde antique et de la Méditerranée. La tâche échoua à Valence, un empereur ambitieux qui règne de 364 à 378 et concrétise le projet audacieux de construire l'aqueduc le plus long du monde. Une fois terminé, celui-ci transportera l'eau de source sur la distance époustouflante de 650 km, c'est-à-dire la totalité des aqueducs de l'Empire romain mis bout à bout. La conduite principale commence à 240 km à l'ouest de Constantinople, loin en pays Thrace. Les ingénieurs byzantins doivent d'abord trouver le moyen de conserver une pente descendante régulière pour que l'eau s'écoule. Il y a des tunnels, des conduites de surface et là où c'est nécessaire, des ponts formidables. Entre le IVe et le VIe siècle, les Byzantins bâtissent 60 ponts aqueducs. Le plus impressionnant fait près de 27 mètres de haut. Aujourd'hui, on l'appelle le pont de Corsunlugerm. On construit d'abord des piles géantes en pierre. Une fois les piles érigées, les maçons s'attaquent aux arches monumentales. Des cadres de bois maintiennent les pierres de chaque arcade jusqu'à ce que la clé de voûte soit placée et l'arche terminée. On déplace alors la structure de bois au niveau supérieur pour répéter la manœuvre. Comme les Romains, les artisans byzantins ornent leurs ponts de sculptures religieuses. En revanche, leurs symboles sont chrétiens et non païens. À plus de 120 km de là, un autre pont encore plus gigantesque transporte l'eau jusqu'au cœur de Constantinople, devenue Istanbul, capitale de la Turquie moderne. Je me tiens sur l'aqueduc géant construit pour l'ancienne Constantinople sous le règne de Valens. Un nom qui évoque le pouvoir, Valens. L'aqueduc fait 240 km de long au total, mais cette seule section, entre deux collines, équivaut à 11 terrains de football. Largement de quoi régler le problème d'adduction d'eau de la ville. Et n'oublions pas, comme nous l'avons vu dans tous les autres empires, que lorsqu'on veut marquer son pouvoir par des travaux publics, autant le faire en grand. Mais approvisionner la ville en eau ne résout que la moitié du problème. Une fois à l'intérieur des murs, il faut l'entreposer et il y a peu d'endroits inoccupés. Les ingénieurs byzantins relèvent le défi en créant le système de stockage souterrain le plus élaboré du monde antique. Avec le temps, ils construiront plus de 150 réservoirs souterrains. Voici le plus grand, la citerne basilique.
faut 336 colonnes de 8 mètres de haut pour soutenir le vaste plafond. Avec ses 138 mètres de long et ses 65 mètres de large, la citerne basilique peut contenir l'équivalent de 27 piscines olympiques. Les réservoirs sont situés dans les creux entre les collines de la ville. Solution ingénieuse qui non seulement utilise les basses terres, mais fournit également une surface plane pour de futurs bâtiments. Les citernes assurent un approvisionnement constant, même l'été quand il pleut rarement et qu'il n'y a qu'un filet d'eau dans l'aqueduc. Grâce à ce vaste réseau de stockage d'eau, la population atteint un chiffre extraordinaire pour une ville de l'Antiquité tardive. À la fin du 5e siècle, Constantinople frôlait le demi-million d'habitants. Aucune ville de l'Europe occidentale ne s'en approchait. C'était une cité légendaire, même pour ceux qui n'y avaient jamais mis les pieds. Mais bien loin de là, dans les steppes d'Asie, une lame de fond se prépare à déferler sur l'Europe. La vague est portée par un certain Attila, dont l'armée sera bientôt aux portes de Constantinople. Seul un coup de génie militaire, le plus grand système défensif de l'Antiquité tardive, sauvera la ville. Tandis que l'Occident décline, l'Orient et Constantinople rayonnent. Le seul hic, c'est que plus la ville s'enrichit, plus elle attire les tribus nordiques en maraude. Après avoir attaqué l'Italie, celle-ci regarde vers elle avec convoitise. Constantin le Grand avait tracé les contours de l'Empire byzantin. À présent, les Huns veulent l'effacer. Les textes contemporains qui les décrivent comme débraillés, horribles, affreux, bestiaux, prouvent la terreur que les Huns inspiraient à la population. Mais les Byzantins ont un plan pour les repousser. Perché au bout d'une péninsule, Constantinople possède des avantages stratégiques sur Rome, l'ancienne capitale exposée et sans défense. Pour barrer la route à l'ennemi, Constantinople doit protéger sa fragile frontière occidentale par de redoutables fortifications. La solution ? Les remparts les plus solides, les plus sophistiqués jamais construits, le mur théodosien. L'ironie de l'histoire a attribué la plus grande prouesse technique militaire de l'Antiquité tardive à un empereur qui n'était qu'un enfant à l'époque de sa conception, Théodose II. L'édification des défenses de Constantinople débute alors que Théodose n'a que 11 ans. C'est à son préfet, Antémius, que revient l'honneur d'avoir dirigé leur construction. Les Romains édifient des remparts depuis des siècles, mais les ingénieurs byzantins font face à un défi de taille. Constantinople repose sur une faille et les tremblements de terre sont une menace permanente. Comment construire de manière à résister à un séisme ? Réponse, avec du mortier de chaux. Les Romains d'Occident utilisaient du béton, ce qui crée un mortier dur comme la pierre, rigide une fois pris. Le mortier de chaux est plus souple, ce qui permet au bâtiment de s'affaisser sans s'écrouler. Dans le brillant projet des Byzantins, le mortier de chaux alterne avec des bandes de briques et de pierres. On monte d'abord 2 murs de pierre taillée, comblés de débris de briques et de mortier. Pour lier les couches de pierre et de débris, des bandes de 5 briques d'épaisseur sont disposées dans la largeur de la muraille. L'avantage, c'est que ça donne une certaine flexibilité en cas de séisme mineur. L'addition des briques brise l'uniformité du mur, ce qui lui permet d'absorber les chocs sans s'effondrer. Grâce à cette technique de couches successives, les Byzantins édifient une barrière monumentale de plus de 10 mètres de haut, épaisse de 5 mètres et dotée de 96 tours géantes de 20 mètres ou plus. Sera-t-elle suffisante pour tenir les Huns à distance ?
Le général Sherman disait des Comanches, les meilleurs cavaliers de son temps, qu'ils étaient à cheval depuis si longtemps qu'ils ne savaient plus marcher. Eh bien, les Huns étaient les grands-parents des Comanches. Ils mangeaient, vivaient et mouraient à cheval. Ils ont créé l'étrier qui permet de se tenir debout et de manier l'arc et l'épée avec une précision redoutable. Ils ont parcouru la Chine, l'Inde et l'Europe, pillant et semant la terreur, se gavant de viande crue attendrie sous la selle, vêtus de peau de mulot qu'ils portaient jusqu'à ce qu'elle pourrisse. Bref, Attila et les Huns donnent un nouveau sens au mot féroce. Il était excellent dans son domaine, qui était le viol, le pillage et la destruction des défenses de l'Empire romain. Durant les 7 premières années de son règne, presque toute l'Europe tombe aux mains d'Attila et de ses Huns. Mais en dépit de ses tentatives répétées, il n'a toujours pas pris Constantinople. Mère Nature va lui donner un coup de pouce. En 447, une série de séismes catastrophiques, bien plus violents que tout ce que les ingénieurs byzantins avaient envisagé, ébranlent la ville. Attila saisit l'occasion au vol. 57 tours ont été abattues par les secousses. La ville est sans défense. L'armée des Huns se remet en marche. Direction Constantinople. L'empereur Théodose rassemble les habitants pour reconstruire les fortifications à partir des décombres. Elles seront encore plus formidables qu'avant. Mais l'armée ennemie approche rapidement et les citoyens n'ont que quelques semaines pour réparer des murailles qui ont demandé des années de construction. Les Byzantins ne veulent pas courir de risques. Une triple ligne de défense est intégrée au nouveau mur fortifié de Théodose. Ça demande une énorme planification, un grand génie technique. Pour l'époque, c'est le système le plus complexe et le plus étendu du monde en dehors de la Chine. Premier obstacle, d'énormes douves. Derrière, une terrasse extérieure. Ensuite, un tout nouveau mur d'enceinte de 3 mètres de haut et de 2 mètres de large. Enfin, la ligne de défense la plus impressionnante, le redoutable mur intérieur d'origine, reconstruit et renforcé par ses 96 tours. Chaque tour est un petit château à part entière. Pour conquérir la cité, il faut traverser les douves, le mur extérieur et le mur intérieur, 3 lignes de défense, puis prendre chacun des petits châteaux un par un. C'est un système très intelligent vu la technologie de l'époque. Tous les angles sont couverts. Les travaux sont achevés juste à temps. En franchissant la crête d'une colline, les éclaireurs Huns découvrent la forteresse imprenable de Constantinople. Attila n'entrera jamais dans la capitale byzantine. Le mur garantissait la sécurité de la ville. L'Empire byzantin a souvent été attaqué au cours de son histoire, mais les envahisseurs ont toujours été arrêtés par les remparts de Constantinople. Durant 1000 ans, le mur théodosien s'ouvre à l'Empire byzantin des Huns, des Arabes, des Russes et des Turcs. Le fait que Constantinople ait survécu aussi longtemps est dû en majeure partie à son mur d'enceinte pratiquement imprenable. Après l'achèvement des fortifications terrestres, les ingénieurs byzantins veulent sauvegarder la ville de toute menace venue de la mer. Ils conçoivent un projet ambitieux et redoutablement efficace. Une chaîne géante, l'une des plus gigantesques du monde. Les forgerons commencent par fabriquer une énorme chaîne de fer d'une longueur équivalent à environ 5 terrains de football. On estime qu'elle comporte 750 maillons de 60 cm flottant sur des billes de bois. Les marins byzantins peuvent haler la chaîne en travers de la Corne d'Or pour fermer le port. Enfin protégé de ses ennemis, Constantinople prospère. Les murs étaient aussi épais, aussi massifs et aussi efficaces parce qu'ils devaient l'être. Constantinople était très riche. C'était comme une banque avec une immense salle des coffres. C'était la ville la plus riche du monde.
Pratiquement toutes les grandes routes commerciales s'y croisent. Les richesses de pays aussi lointains que l'Égypte, la Chine et la Russie transitent par la capitale byzantine vers l'Occident. Mais cette manne financière attire les ennemis de l'Empire qui dévastent les campagnes pour grappiller les restes. La capitale était éclatante de prospérité, mais l'Empire rapetissait de plus en plus. Les frontières étaient constamment grignotées par les tribus nomades. À la mort de Théodose II, en 450, la Méditerranée, qui était autrefois le lac privé de Rome, était devenue un vaste océan sur la rive duquel l'Empire représentait à peine une station balnéaire. Faire revivre la Rome de Constantin sera l'unique obsession d'un empereur très controversé, marié à une femme très énergique, au talent très particulier. Au cours du 5e siècle, l'Empire romain d'Occident se désintègre inéluctablement sous la poigne de fer des tribus barbares. En 476, le dernier empereur abdique. Pour beaucoup, c'est la fin de l'Empire. Mais est-ce vraiment le cas? Car au même moment, à Constantinople, l'Empire d'Orient est florissant. Et en 527, un empereur du nom de Justinien monte sur le trône. Non seulement il tient à codifier le droit romain, mais il veut également reconstituer l'Empire de Constantin. Justinien Ier, empereur de l'âge d'or byzantin, est un outsider. Il a la chance d'être le neveu d'un soldat à qui une brillante carrière a permis d'accéder au trône. Justinien était né à la campagne dans l'actuelle Serbie. Il était venu chercher fortune à Constantinople avec son oncle Justin. Ses 40 ans de règne sont marqués par une intelligence brillante, une éthique de travail sans précédent et une brutalité implacable. 2 ans avant son accession au trône, Justinien épouse une femme superbe et déterminée, Théodora. Il n'y a qu'un problème. Théodora est une ancienne danseuse et courtisane. Pour effacer son passé douteux, Justinien lui offre une promotion. Le jour de son couronnement, il la nomme co-impératrice. Son élévation au pouvoir provoque une onde de choc dans l'aristocratie. On dit que c'était une prostituée qui travaillait près de l'hippodrome, qui dansait avec les ours, et je ne sais pas ce que ça implique, mais ce n'était pas bien vu. Elle avait une vie sexuelle très active. Ensemble, Justinien et Théodora vont gouverner l'Empire en égaux. Elle devait être très intelligente, avoir une volonté de faire et exceller en politique de cour. Justinien pressent qu'il laissera un héritage basé sur la restauration des frontières de l'ancienne Rome. À l'ouest, il commence par reprendre les territoires perdus au cours des ans. À Constantinople, il se lance dans de vastes campagnes de travaux. L'ennui, c'est que pour les payer, il lève des impôts monstrueux, tout aussi populaires à l'époque qu'ils le seraient aujourd'hui. De surcroît, il veut contrôler ou supprimer toute forme de célébration païenne. L'étude des anciens philosophes d'Athènes, le jeu, la prostitution, l'adultère, l'homosexualité, les chrétiens qui ne pensent pas comme lui, et les juifs. Il n'a pas beaucoup de fans. Et alors, il est empereur. Il se fiche de cette cote de popularité. Grave erreur. Tandis que Justinien resserre son étau, le ressentiment de la population tourne à la rage. Et contrairement aux autres civilisations, où les masses n'ont pas de lieu pour exprimer leur colère, les Byzantins ont l'hippodrome. C'est le cœur de la vie sociale de Constantinople. Conçu comme un stade pour les courses de chars, il peut accueillir jusqu'à 100 000 personnes. Sa construction s'est étalée sur 2 siècles. Une tâche colossale, exigeant chacune des techniques du bâtiment connues à l'époque. En forme d'épingle à cheveux géante et calquée sur le célèbre Circus Maximus de Rome, l'hippodrome fait près de 500 mètres de long et 117,50 mètres de large. Le terrain décline brusquement à l'extrémité sud du site, choisi par les architectes.
Ils ont construit des soubassements voûtés comme dans la Rome antique, afin de créer une plateforme au bon niveau. On fait venir artisans et maçons de toute la Méditerranée. Ils commencent par bâtir l'arcade du soubassement, haute de 4 étages. Elle constitue une galerie abritant échoppes et cafés. Au-dessus, 2 étages de gradins surmontés d'un portique surplombent la piste sablée. Comme tous ses prédécesseurs, Justinien trône dans une loge appelée Castisma, qui offre aux citoyens un rare aperçu de leur souverain. C'était un mélange de stades, de salles de spectacle et de tribunes pour la propagande impériale. Il avait une immense capacité. Des sommes énormes sont engagées dans les paris sur les équipes. Les bleus, les verts, les rouges et les blancs. Ils représentaient les factions politiques. Aujourd'hui, on se dispute autour des résultats des matchs de foot. Eux, c'était les courses de chars, et ça pouvait prendre une importante dimension politique. L'hippodrome est l'une des gloires architecturales de Constantinople. Mais en 532, il est également le théâtre d'un des actes les plus brutaux d'un empereur contre son peuple. Un jour de janvier, Justinien, à l'apogée de son impopularité à cause de sa politique rigoureuse et à ses lourds impôts, apparaît dans sa loge devant une foule en ébullition. Tout d'un coup, ils se sont rassemblés et ont marché contre l'empereur. Cet endroit était le cœur cérémoniel et politique de l'Empire, et des dizaines de milliers d'opposants étaient en pleine émeute. Les bleus et les verts n'étaient pas des bandes rivales. C'étaient des factions englobant aussi bien des voyous des rues que des politiciens ou des aristocrates. Et lorsque des milliers d'entre eux ont envahi l'hippodrome au cri de « Nika, Nika, victoire, victoire » pour protester contre les impôts écrasants, c'était comme si la droite et la gauche s'étaient retrouvées au Stade de France pour manifester ensemble, ce qui ne serait pas une si mauvaise idée. Malheureusement, la grogne a tourné à l'émeute et l'émeute à l'insurrection. Une semaine plus tard, un tiers de la ville était en cendres. Justinien a eu tellement peur qu'il a failli s'enfuir. Dieu merci, il avait une femme de tête. Il était prêt à gagner la rive asiatique du Bosphore, mais Théodora, ancienne actrice et prostituée, lui a dit « Je ne vais pas tout abandonner maintenant, bats-toi ». Et il l'a fait. Les paroles de Théodora font mouche. Les représailles de Justinien seront calculées et terribles. Il envoie ses généraux rassembler une troupe qui marche sur l'hippodrome. La fin de la sédition Nika est un événement de proportion biblique. Justinien appelle les rebelles à se réunir dans l'hippodrome, suggérant qu'il pourrait leur faire des concessions. C'est un piège. Les portes se referment sur eux et les troupes impériales les massacrent. En quelques minutes, tous les insoumis sont systématiquement abattus. Le centre de la vie publique de Constantinople est devenu un charnier estimé à 30 000 corps. C'était un homme accessible et affable qui pouvait d'une voix douce ordonner le meurtre de milliers de personnes. La capitale est en ruine, mais Justinien y voit une occasion à saisir. Il va la reconstruire et en faire un hommage éternel au pouvoir absolu, le sien. Des cendres de Constantinople naîtra l'une des plus magnifiques églises du monde. Elle sera le centre de la nouvelle religion et le témoignage du génie byzantin dans les siècles à venir. Après avoir maté la rébellion, Justinien a immédiatement entrepris de moderniser la ville. Et il a proclamé qu'il tenait les rênes et que tout allait bien dans l'Empire romain. Justinien n'est pas connu parce qu'il était impitoyable. Nous nous souvenons de lui parce qu'il nous a légué un somptueux héritage architectural.
La priorité de l'empereur est de rebâtir la principale cathédrale de la ville, l'église de la Sainte Sagesse, Sainte Sophie, qu'on appelle aujourd'hui Hagia Sophia. Il charge les architectes Isidore de Milet et Antémios de Tralles de sa construction. Respectivement professeurs de physique et de mathématiques, excellents théoriciens, ils n'ont pas une grande expérience du terrain. Les architectes de Sainte-Sophie n'étaient pas les meilleurs de leur temps. Pour le meilleur ou pour le pire, ils étaient professeurs. Nous autres, professeurs, n'avons pas toujours les connaissances pratiques. Pourtant, Justinien leur laisse carte blanche. Il n'a que deux exigences, que la cathédrale soit terminée le plus vite possible et qu'elle ne ressemble à aucun autre monument sur Terre. Les travaux démarrent 6 semaines à peine après la sédition de Nika. Il fallait des années pour former des équipes d'ouvriers, pour rassembler tous les matériaux de construction nécessaires à un projet de cette envergure. Justinien l'a fait pratiquement dans la seconde. Isidore et Antémius proposent un projet de conception révolutionnaire et de proportions gigantesques. Ils veulent créer la plus grande coupole du monde, 32 mètres de diamètre. Pour cela, ils vont perfectionner un élément architectural inventé par les Romains, mais jamais parfaitement réalisé, le pendentif. Il faut d'abord construire 4 arches massives pour soutenir le dôme. Viennent ensuite les pendentifs, des triangles sphériques qui permettent de couvrir un espace de plan carré avec une coupole de plan circulaire et de répartir son poids uniformément sur les 4 arches. L'addition de demi-coupoles, plus petites, ouvre un espace encore plus vaste. Grâce au pendentif, les architectes de Justinien créent un gigantesque dôme qui semble flotter dans les airs. Il s'élève à 56 mètres, 10 de plus que la Statue de la Liberté. La nef qu'il surplombe est un immense espace ouvert de 70 mètres sur 75. Il y avait 100 équipes de 100 ouvriers, dont la moitié travaillait du côté nord de l'édifice et l'autre du côté sud, rivalisant entre elles pour ériger la grande église. Une église de dimension jamais vue surgissait comme par magie, plus vite que n'importe quel bâtiment de l'époque et de cette taille. Hagia Sophia est consacrée en 537. Moins de 6 ans après la pose de la première pierre. Justinien était très fier de son église, à juste titre. C'était une grande idée, un grand projet conceptuel. Sa réalisation, l'édifice lui-même, était risqué. Un constructeur plus averti et plus pragmatique aurait compris qu'un dôme de cette taille, avec les matériaux disponibles en si peu de temps, serait au mieux dangereux. Avant même la fin de la construction, les piliers soutenant les arches commençaient à gauchir et à s'écrouler. 20 ans plus tard, le dôme s'effondre lors d'un séisme. L'architecte Isidore le Jeune, neveu du premier, est chargé de sa réfection. Il solutionne le plus grave défaut en surélevant le sommet, car une poussée plus verticale sur un dôme plus haut s'appuie sur le sol qui forme un bon support. Un dôme aplati, trapu, dont la poussée est horizontale, refoule le poids sur les côtés et boum, tout s'écroule. Isidore rehausse donc le dôme de 6,40 mètres et voilà le résultat. Sa conception novatrice n'est pas l'unique raison de la célébrité de Sainte-Sophie. Les colonnes sont délicatement ornées des monogrammes de l'empereur et de son épouse. Il ne nous est jamais permis d'oublier que c'est le grand œuvre de Justinien et de Théodora. L'empereur Justinien a créé un centre religieux et solidement établi Constantinople comme capitale de la chrétienté. Il a utilisé un architecte pour faire passer un message important. Et c'est un message important. La plus grande église de la chrétienté, le dôme le plus vaste du monde jusqu'à la Renaissance. Un édifice qui écrase les thermes de l'ancienne Rome et tous les grands temples de l'Antiquité.
À la fin de son règne, l'Empire byzantin a atteint sa taille maximale. Il comprend la Syrie et la Palestine, l'Asie mineure, l'Italie, la Grèce et au sud, l'Afrique du Nord et l'Égypte. Mais le peuple paie le prix de l'expansion. Les constantes campagnes militaires de Justinien, associées à son obsession de reconstruire la capitale, ont quasiment réduit l'Empire à la faillite. L'Empire ne s'est jamais remis de la mégalomanie de Justinien. Il est peut-être symbolique que le dôme de Sainte-Sophie se soit écroulé. Comme il a repoussé trop loin les limites politiques de l'Empire, il a repoussé trop loin celles de l'architecture. Au cours des 3 siècles suivant sa mort, l'Empire verra son domaine se réduire constamment. Mais Constantinople demeure un havre de sécurité dans le chaos. Et au Xe siècle, les Byzantins renouent avec la gloire militaire, équipés d'armes à la technologie de pointe et menés au combat par le plus fin stratège ayant jamais ceint la couronne. Nous sommes en l'an 1000, à la fin du premier millénaire de notre ère. En Europe, le pouvoir s'est déplacé au nord, en France et dans le Saint-Empire romain germanique. À l'est, Constantinople a survécu aux guerres contre les Visigoths, les Perses, les Avars et les Arabes, et essuyé dans les années 700 la tempête iconoclaste, au cours de laquelle les Byzantins ont détruit presque toutes leurs œuvres d'art. Mais ils ont repris du poil de la bête et en 1014, ils sont prêts à reconquérir toute la péninsule des Balkans, du Danube jusqu'à la Grèce. Celui qui dirige la Renaissance byzantine est Basile II. Homme du peuple, c'est le génie militaire le plus brillant de l'histoire de l'Empire. C'était un empereur qui ne se satisfaisait pas du luxe du palais. Il partait en campagne contre ses ennemis tous les ans à la tête des armées byzantines. On le voit comme un empereur-soldat. C'était un chef militaire extrêmement compétent, très capable, très intelligent et plein de ressources, ainsi qu'un bon souverain. Le plus grand ennemi de Basile est le tsar Samuel qui règne sur la Bulgarie, un royaume slave en rivalité pour le contrôle des Balkans. En 986, une dizaine d'années après son accession au trône, Basile subit une défaite cuisante devant Sofia. La première fois qu'il a attaqué au nord, il avait tout juste 18 ans. Il s'est jeté droit dans une embuscade. Humilié, Basile jure qu'il se vengera de la nation bulgare. Une vengeance qui aura lieu un quart de siècle plus tard. En attendant, sa défaite enhardit ses adversaires au sein de l'Empire. Après avoir réprimé une série de révoltes, Basile veut reconquérir les territoires perdus et rendre tout son éclat à Byzance. Il ordonne à ses ingénieurs d'inventer un nouveau modèle d'arme de siège, le trébuchet. Sa conception est basée sur des principes simples. À l'aide de cordes, les servants arment une verge en bois équipée d'une fronde. L'avant et les côtés du cadre de bois sont couverts de peaux d'animaux fraîchement tués pour les protéger des flèches enflammées. Il y a une verge et un lance-pierre articulé. À cause de la différence de longueur entre les deux extrémités de la verge, la vitesse de projection est maximisée. On pouvait donc lancer des poids considérables à de très grandes distances. Et comme Basile n'est pas homme à faire les choses à moitié, le trébuchet de ses ingénieurs peut soulever des pierres de plus de 180 kg et son maniement nécessite une force colossale, pas moins de 400 hommes. Avec les meilleurs soldats et l'engin de siège le plus efficace du monde, l'armée byzantine est invincible. Et après des années sur les champs de bataille, Basile a inculqué la férocité et la discipline à ses hommes. Il a la réputation d'être dur mais juste. Et quand les soldats ont foi en leur chef, ils se battent mieux. Il interdit à ses hommes de briser les rangs et les sermonne sur la nécessité d'être prêt à tout instant. Son armée se déplace à la vitesse de la lumière sur tout type de terrain. Enfin, en l'an 1001, Basile décide qu'il est temps de retourner en Bulgarie pour terminer le travail.
Il porte son attention sur la Bulgarie et passe les 15 années suivantes à faire campagne tous les ans pour démolir ses infrastructures, ravager ses campagnes et détruire son économie. Le tsar Samuel va connaître toute l'étendue de la fureur de Basile. Samuel est le seul qui ait battu Basile au combat, et il va le payer cher. Le 29 juillet de l'an 1014, Basile lance une attaque surprise et capture l'armée bulgare, 14 000 hommes. Sa vengeance sera brutale. Il leur crève les yeux, laissant un œil à un homme sur 100 pour les reconduire en Bulgarie. Lorsque Samuel voit son armée défaite et mutilée, il s'effondre et meurt 2 jours plus tard. C'est une chose d'exécuter tous ces gens. C'en est une autre de les renvoyer dans leur pays, où leurs concitoyens devront s'occuper d'eux d'une manière ou d'une autre, où ils seront une charge permanente pour la société. Cette cruelle victoire vaut à l'empereur le contrôle des Balkans et le surnom de « tueur de Bulgares ». En 1025, à la mort de Basile, les Byzantins sont à l'apogée de leur pouvoir. Mais sans personne à la barre, l'Empire est déchiré par les luttes intestines. Par la suite, il aurait fallu un grand général comme Basile II. Il n'y en avait pas. En 1453, les Ottomans lancent une nouvelle arme contre les murs imprenables de Constantinople. La pierre et les briques ne résisteront pas au feu des canons. La poudre et le canon ont changé les lois de la guerre. La Constantinople byzantine avait été construite pour un mode de combat devenu obsolète au XVe siècle. Les murs fortifiés de Constantinople, qui avaient tenu 1100 ans, sont franchis. Désormais, la reine de l'Orient s'appelle Istanbul. C'est la fin de l'Empire byzantin. Mais ses innovations et ses prouesses techniques témoignent d'une civilisation magnifique qui a emprunté à Rome le livre des bâtisseurs d'empire et y a ajouté ses propres pages. Ce qui est fascinant dans l'Empire byzantin, c'est que lorsqu'on parle d'empire, on pense puissance politique. L'Empire byzantin doit être compris comme une puissance culturelle. C'était une société intellectuelle très sophistiquée. Les religieux grecs s'intéressaient à la littérature ancienne. Ils conservaient d'anciens textes. On dit souvent que la chute de Constantinople et l'envoi de ses livres en Occident ont contribué à l'avènement de la Renaissance. Constantinople a créé des chefs-d'œuvre. Elle a catapulté le christianisme au firmament. Elle a façonné les lois du monde occidental. Elle a préservé l'héritage du savoir de l'Antiquité. Mais l'Empire byzantin a disparu pour de bon. C'était Peter Weller.